Salut à tous et bienvenue dans cet épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtres et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Aujourd'hui, nous partons aux confins du monde connu pour découvrir un royaume de mystères et de légendes. Isolé tout au bout de la Grande-Bretagne, fréquemment pillé et détruit par son imposant voisin anglais, ce royaume a été durant 300 ans le plus fidèle des alliés pour la France. Ponctué d'un chapelet de traités passés entre des générations de souverains, cette alliance n'a pourtant pas été un long fleuve tranquille. S'il est facile d'aimer son prochain lorsqu'il est distant de milliers de kilomètres, cette belle amitié a été mise à rude épreuve dès que les événements ont rapproché physiquement les Français des Écossais. C'est cette amitié imparfaite, facile dans le bonheur mais cruelle dans les épreuves, que je vais vous raconter aujourd'hui. Une histoire de diplomatie, de vengeance, de violence, de mariage et d'idéaux qui unit durant 3 siècles ces deux pays sans rien en commun, ou presque. Au 3e jour, l'hoste se délogea et arriva en la cité de Durham, qui est à l'entrée du pays de Northumberland. C'est un pays sauvage, désert et plein de grandes montagnes, où l'on ne trouve rien que des bêtes féroces. Nous n'avions aucune nouvelle des Écossais, mais nous pouvions voir au loin la fumée des hameaux et villages qu'ils livraient aux flammes. Les Écossais sont très courageux, et on dit qu'ils sont si redoutables qu'ils ne craignent même pas les Anglais. Lorsqu'ils partent à la guerre, ils ne traînent pas de lourds chariots avec eux. Ils sont d'une grande sobriété et ne se nourrissent que de viande à demi cuite et d'eau fraîche tirée de la rivière, sans manger de pain ni boire de vin. Dès que le roi vit la fumée des villages qui brûlaient, il fit crier aux armes et ordonna à chacun de suivre ses bannières. Nous étions 7000 chevaliers en armure et plus de 30 000 hommes à pied. Ordonnés et bien rangés, nous avancions parmi les montagnes et vallées plusieurs jours durant, sans jamais voir des Écossais rien d'autre que la fumée qui s'élevait au loin. Désireux de les rattraper, le roi fit hausser le rythme, et le soir, bêtes et hommes s'écroulaient de fatigue, fourbus d'avoir marché toute la journée parmi les bruyères et les marécages qui coiffaient les montagnes. De peur des Écossais, nous marchions tout armés, le casque en tête et l'épée au poing. Chacun se hâtait, de peur d'être livré à lui-même face aux ennemis, et celui qui s'écroulait de fatigue ne trouvait personne d'assez téméraire pour lui venir en aide. Dès qu'une clameur montait des bruyères, nous nous précipitions, prêts à nous battre, pour découvrir que le bruit ne venait que d'un cerf ou d'une biche, fuyant devant notre armée. Nous brûlions de trouver les Écossais pour enfin les combattre, mais les journées passaient sans que nous ne rencontrions ni ville, ni village, ni même une route. Et les Écossais, toujours, restaient invisibles. La pluie se mit à tomber une semaine entière, et elle nous glaçait jusqu'aux os, détrempant les sangles et celles de nos chevaux qui pourrissaient sous nos cuisses. Nous n'avions plus ni pain, ni vin, et rien pour nous abriter de la pluie et du froid. Personne ne savait plus où nous étions, après des jours à marcher sans relâche au milieu des montagnes et marécages interminables. Et toujours, les Écossais restaient invisibles. Puis, un jour, enfin, ils furent devant nous. Le roi fit sonner les trompettes et dire de grandes messes en prévision de l'affrontement, puis les corps de bataille se rassemblèrent.
Les Écossais avaient établi leur armée sur le flanc d'une montagne, au pied de laquelle coulait une profonde rivière. Le roi nous fit avancer jusqu'à la rive, et nous étions si proches des ennemis que nous pouvions voir leurs armes. Mais nous ne pouvions traverser, de peur que les Écossais ne nous tuent sitôt le pied sur l'autre rive. La journée passa ainsi, et le roi nous ordonna de coucher au pied de la rivière, sans céder de terrain. Nous logeâmes cette nuit dans le plus grand inconfort, sur la terre dure et les pierres sauvages. Pendant toute la nuit, les Écossais demeurèrent sur leur montagne. Ils firent de grands feux si flamboyants que c'était merveille à voir. Ils firent toute la nuit tant de bruit avec leurs grands corps de guerre et poussèrent de si formidables cris qu'il nous semblait que c'étaient les grands diables de l'enfer eux-mêmes qui étaient venus pour nous étrangler. Ce que vous venez d'entendre est le récit d'une expédition anglaise d'août 1327. Alors j'admets l'avoir un peu modernisé, afin d'épargner à vos douces oreilles le français parfois rugueux de notre auteur, qui s'appelle Jean le Bel et qui est un chroniqueur flamand, qui a donc participé à l'été 1327 aux côtés de son maître, qui était le comte de Hainaut, à une expédition punitive. Oui, ça se passe bien en été, avouez que ça fait rêver. Le tout jeune roi anglais, Édouard III, décide d'aller châtier les Écossais qui ont, je cite, « ars » et gasté son pays, comme le dit le chroniqueur, c'est-à-dire qu'ils ont tout brûlé et tout détruit. Comme vous l'avez entendu, l'expédition tourne en fait au fiasco et Édouard III s'empêtre dans les étendues désertes qui séparent l'Angleterre de l'Écosse pour finir par repartir avec ce qu'il reste de son armée sans avoir oxy un quelconque Écossais. Si j'ai commencé par ce petit récit, c'est parce que j'imagine que vous avez en tête des images un peu romantiques de l'Écosse, avec ses majestueuses montagnes, ses profonds lochs nimbés de mystère, ses pubs à la musique endiablée où la bière coule à flot et l'accent furieusement authentique des rudes Highlanders. Eh bien, je peux vous le dire, vous pouvez tout de suite changer de disque parce que l'Écosse médiévale n'est pas du tout cet endroit idyllique que nous ont vendu Walter Scott et les brochures du Caledonian Sleeper. Non, l'Écosse médiévale, pour n'importe quel observateur de bon goût, c'est le bout du monde. Et je ne dis pas ça pour le style. En 1474, le roi d'Écosse, Jacques III, cherche une épouse pour son héritier. Et Louis XI, donc le roi français, pour honorer l'alliance entre les deux royaumes, se met en devoir de l'aider. Il contacte notamment le duc de Milan, Galeazzo Maria Sforza, mais ce dernier réplique qu'il ne supporterait pas de voir sa douce Bianca Maria, qui n'a d'ailleurs que 2 ans à l'époque, aller s'enterrer in finibus orbis, c'est-à-dire littéralement aux confins du monde connu. Voilà, ça, c'est pour le décor. En vérité, il faut dire que pour les Européens de l'époque, l'Écosse est quasiment inconnue. Pour commencer, s'y rendre relève plus de l'exploit que du banal voyage d'agrément. Par la mer, en partant des Flandres, il faut plusieurs jours de navigation pour atteindre Dundee ou St Andrews, et ça, c'est dans le meilleur des cas. Entre les tempêtes, les pirates qui écument la côte et les Anglais qui n'attendent qu'une occasion pour saisir les navires suspects, il n'est pas rare que le voyage se prolonge durant plusieurs semaines, et encore moins rare qu'il n'arrive pas du tout. Mais combien de temps aller là-bas? Dieu seul le sait, 5 mois, 7 mois, ça dépend du vent, des tempêtes. Aeneas Silvius, qui est un ecclésiastique italien qui deviendra plus tard le pape Pie II, réalise ainsi son voyage en 1435 et en rédige une petite relation en 1462. Expédié en Écosse pour convaincre le clergé local de reprendre la guerre contre les Anglais, il raconte sa terreur en mer alors que sa nef était battue de violents orages. Sûr et certain qu'il allait mourir sur son fragile bout de bois bousculé par les flots déchaînés, il fait le serment, s'il en réchappe, de se rendre pieds nus au sanctuaire le plus proche pour rendre grâce à Dieu. Heureusement pour lui, le navire arrive à bon port et le voilà donc obligé de tenir sa promesse en plein hiver et de cheminer pieds nus pendant plusieurs kilomètres dans la neige.
Il écrit d'ailleurs qu'il attribue à ce petit épisode de randonnée hivernale les rhumatismes dont il est affligé quelques années plus tard. Assez logiquement donc, Aeneas n'est pas très chaud pour reprendre le bateau dans l'autre sens. Il décide donc d'y aller à pied en traversant toute l'Angleterre. Bon, évidemment, il y a un autre bateau à prendre, puisque l'Angleterre est une île, n'est-ce pas? Mais c'est tout de même moins dangereux. Encore que l'histoire de la Blanche-Neige montre que parfois, ça peut tourner mal. Bref, le voilà arrivé sur la terre ferme et bien lui en a pris. Il apprend, en posant le pied sur le continent, que le navire qu'il aurait dû prendre dans l'autre sens n'est jamais arrivé à bon port, car il a sombré corps et biens au large d'Édimbourg. Tu vois, l'abîme appelle l'abîme. Abyssus, abyssum invocat. Les citations latines, ça va aller là, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est pour les transports. Avec de telles difficultés d'accès, pas étonnant que les voyageurs européens s'en détournent. Cette méconnaissance de l'Écosse se remarque également dans les cartes géographiques, dont on commence à voir quelques exemplaires à partir de la fin du XIIIe siècle. Ces cartes reflètent d'ailleurs bien la dualité de l'Écosse, son caractère hétérogène que l'on remarque immédiatement encore aujourd'hui. Aux plaines de la partie sud et est, qu'on appelle les Lowlands, et qui vont en gros de la frontière jusqu'à Dundee, répondent les sauvages Highlands, qui couvrent la moitié nord et ouest du pays. Pour le roi d'Écosse lui-même, les Highlands, avec leurs forêts impénétrables et leurs montagnes abruptes, constituent un refuge pratique en cas d'invasion, ce qui arrive souvent du reste. Une sorte de forteresse naturelle quasi inexpugnable, mais également un territoire prompt à avoir un peu son indépendance. Difficile d'imposer son autorité dans les Highlands, et c'est d'ailleurs ce caractère reculé et désolé qui empêche les Anglais de prévaloir durablement en Écosse, malgré leurs très nombreuses tentatives. Donc vous imaginez bien que si même le roi d'Écosse ne connaît pas grand-chose des Highlands, c'est encore pire pour les observateurs européens. Pour eux, en gros, c'est une région peuplée de sauvages à peu près nus, qui mangent de la viande crue et qui baragouinent un sabir que personne ne comprend, à part eux-mêmes. Et cette vision, elle se transcrit parfaitement sur les cartes. C'est pour montrer au public à quoi ressemble vraiment un agriculteur, c'est un peu le challenge, quoi. Matthew Paris, qui est un moine anglais, dessine vers 1250 une des premières cartes représentant l'Écosse. Alors déjà, il représente l'Écosse comme une île séparée de l'Angleterre. Ça commence bien pour le réalisme. Mauvais connaisseur de la moitié occidentale et septentrionale, il se contente d'écrire, au bord de l'océan qu'il nomme Pelagus vastissimus et Invium, c'est-à-dire en gros mer immense et inconnue, une mention qui décrit la zone comme, attention, ec pars interne aquilonem et austrum, tantum mare respicit, ubi nil est nisi monstrorum habitatio. Vous entendez cela? Vous savez le latin, sans doute. Ah oui. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. C'est-à-dire quelque chose qui veut dire « cette partie, du nord au sud, ne regarde que vers la mer où vivent les monstres ». Voilà, circuler, y a rien à voir. Pas besoin de s'y aventurer, à moins d'être un aventurier fou ou un saint, comme Brendan, pour ceux d'entre vous qui ont écouté l'épisode sur les aventuriers médiévaux. Une autre carte qui est intitulée la Goth Map est constituée de plusieurs couches successives, ajoutées entre le milieu du XIVe siècle et la fin du XVe. Là, l'Écosse est représentée d'une taille déjà un peu plus raisonnable, quoique un peu phallique tout de même, vous irez voir. Mais les auteurs ne se sont pas trop embarrassés de détails. Les Highlands sont représentés comme un vaste espace sur lequel on a dessiné des petites montagnes un peu au hasard. Et surtout, petit détail que je trouve génial, les cartographes ont dessiné deux petits animaux, un cerf et un loup, avec respectivement les mentions Hic Maxima Venacia et Hic Abundant Lupi, c'est-à-dire littéralement, ici il y a beaucoup de gibier et ici on trouve des loups en abondance. Je vous remercie, monsieur Malfoy. Logiquement, donc, ces cartes et autres descriptions du pays ne donnent pas tellement envie aux voyageurs médiévaux de s'y rendre. Pourtant, si vous êtes comme moi, vous devez vous dire que ça a l'air plutôt cool au contraire. Des montagnes mystérieuses, de grandes forêts impénétrables, des loups et des cerfs en abondance, et peut-être même quelques monstres marins, ça donne envie d'y partir faire un trek. Et oui, mais pas au Moyen-Âge. La société médiévale est obsédée par l'ordre et par la stabilité.
Aux yeux des médiévaux, ou en tout cas des lettrés qui nous ont donné leur avis, rien n'est plus beau qu'un champ de blé bien propre, bien délimité, qui amène un peu d'ordre dans cette nature anarchique. Le nec plus ultra de la beauté médiévale en termes de paysage, ce sont les représentations de Jérusalem que l'on voit sur certaines cartes. Une ville ronde, entourée de remparts, dans laquelle tout est harmonieusement agencé. C'est drôle d'ailleurs, puisque les villes médiévales sont, dans la réalité, un joyeux bazar qui ne ressemble absolument pas à cette image idyllique. Les espaces sauvages, comme les forêts, les montagnes et surtout la mer, sont vus comme des espèces de déserts, retirés de la civilisation, dans lesquels les populations entretiennent, disons, des liens douteux avec les démons. Bref, des zones à éviter à tout prix pour les honnêtes hommes et dans lesquelles passer le moins de temps possible si on n'a pas le choix d'y aller. Nous voici avec Patrick sur les terres mongoliennes. Il est déjà ému et a envie de pleurer. Bon, vous commencez peut-être à vous dire que, d'accord, c'est sympa cette petite excursion en mode terre inconnue, mais quand même, on avait prévu de parler de l'alliance avec la France, pas de faire un cours de géographie. C'est vrai, c'est vrai. Mais justement, là où ça devient intéressant, c'est qu'à l'époque du premier traité d'alliance, en 1295, la France et l'Écosse n'ont à peu près rien en commun. Mieux même, on pourrait difficilement imaginer deux royaumes plus différents. La France est en effet un pays riche, très riche même. Son agriculture est florissante et elle permet d'entretenir une population de 18 à 20 millions d'habitants quand sa voisine anglaise atteint péniblement les 5 à 6 millions. La puissance économique et financière du royaume, issue de ses richesses naturelles et démographiques, lui permettent d'imposer sa loi. Tout au long du XIIIe siècle, ce fameux siècle de Saint-Louis, que vous connaissez bien maintenant, le royaume s'étend, enfle, et rien ne semble pouvoir arrêter la bonne fortune française. Bébé Mac le PIB. C'est également une puissance culturelle et artistique. Terre d'élection d'une des premières universités, des plus belles cathédrales et des plus riches abbayes. Sa ville maîtresse, Paris, est le centre du pouvoir capétien. Avec environ 200 000 habitants, c'est de loin la plus grande ville d'Occident, à côté de laquelle Venise fait pâle figure avec ses 100 000 habitants. Même Londres, la capitale anglaise, ne compte que 50 000 habitants, ce qui en fait quasiment une bourgade de province à côté. Bref, la France, à la fin du XIIIe siècle, c'est canon. Elle se vit comme le centre de l'Europe et de la chrétienté, et elle n'a aucun rival de la même trempe. Et l'Écosse, de son côté, eh bien, à peu près tout le contraire. Sur les rares terres arables de la péninsule, à peine 600 000 à 1 million grand maximum d'Écossais parviennent à se nourrir. Le pays n'est pas riche, il ne compte ni abbaye de renom, ni grande université, puisque la première ne sera créée à St Andrews qu'en 1413, environ 3 siècles après celle de Paris ou celle d'Oxford. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d'une histoire glorieuse, car les Romains y ont à peine touché, préférant laisser les premiers peuples écossais se bagarrer derrière le mur d'Adrien. Et franchement, à part le saumon, il n'y a pas grand-chose à en tirer à l'époque. Durant la grande expédition de l'amiral Jean de Vienne en 1385, dont on va reparler, ne vous en faites pas, les nobles français sont mortifiés lorsqu'ils découvrent qu'Édimbourg, la plus importante ville du pays, n'est en fait qu'une bourgade de 400 maisons serrées autour du château et n'a même pas de muraille pour la défendre. Comment fais-tu pour vivre dans un si pitoyable logis? C'est une villette de manants. Cousin, je vous en prie, c'est une petite bicoque sans prétention, d'accord, mais elle est très bien conçue, on a passé des soirées formidables. Pour se désaltérer, on ne leur propose qu'un breuvage ignoble, la cervoise, et malgré leurs demandes incessantes, impossible pour eux de trouver la boisson noble par excellence qui abonde en France, le vin. Pire encore, aux yeux des Français, même médiévaux, le pain n'est pas bon, et ressemble plus à une espèce de galette toute molle qu'à du bon pain blanc qui remplit l'estomac. Bref, y a rien qui va. Deux royaumes aux antipodes l'un de l'autre, donc presque l'union de la belle et du clochard finalement. Et pourtant, malgré ce fossé économique et culturel, la France et l'Écosse vont réussir, pendant près de 300 ans, à entretenir une alliance solide et fréquemment mise à l'épreuve du terrain. Pourquoi ? Eh bien pour une raison bien simple. Nos deux royaumes n'ont rien en commun, si ce n'est la haine qu'ils vouent à un même ennemi, l'Angleterre. Et oui, c'est bien du besoin, voire même du désir farouche de combattre le royaume d'Angleterre, que va naître cet attelage surprenant.
Prenons, si vous le voulez bien, un peu de hauteur. Nous sommes donc à la fin du XIIIe siècle. Côté français, ça fait depuis près d'un siècle qu'on a quelques problèmes avec l'Angleterre. Car le roi d'Outre-Manche possède également de vastes territoires dans le sud-ouest du royaume, notamment le riche duché de Guyenne autour de Bordeaux. Depuis Saint-Louis, le royaume s'étend inexorablement dans cette direction, ce qui provoque rapidement de vives tensions, d'autant que le roi d'Angleterre vit assez mal le fait de n'être qu'un vassal parmi d'autres pour le roi de France. Côté écossais, la situation est bien pire. Les différentes populations écossaises ont été réunies dans un même royaume au cours du IXe siècle, et les liens avec l'Angleterre sont naturellement étroits. Et dès le début du XIIe siècle, il apparaît normal aux yeux des souverains anglais que l'Écosse fasse partie de leur royaume. L'Écosse, bien entendu, refuse. En partie parce que la cuisine anglaise est encore moins bonne que la leur. C'est ça le rieur sanglier? Eh bien, y a pas de quoi rire. Mais également, et surtout, parce que le royaume développe, depuis l'unification du IXe siècle, une certaine fierté liée à son indépendance. Il est encore trop tôt pour parler de sentiment national, mais malgré des liens divers entre la noblesse écossaise et l'Angleterre, l'intégration dans le royaume voisin est farouchement repoussée à plusieurs reprises. Bon, mais alors pourquoi est-ce que tout d'un coup, à la fin du XIIIe siècle, se mettre en tête de créer une alliance ? Qu'est-ce qui se passe de si terrible pour que les ambassadeurs écossais acceptent de braver les dangers de la traversée maritime pour aller quérir l'aide du royaume de France ? Eh bien, Édouard Ier, voilà ce qui se passe. Vous êtes peut-être familier de ce personnage depuis son incarnation dans Braveheart. Je vais lui offrir une trêve et suborner ce Wallace. Qui ira au pourparler? Moi non. Hein? Si je me mettais à la portée de ce barbare sanguinaire, ce pourrait être ma tête dans un panier. Dis, mon tendre fils, il suffirait qu'il se montre pour encourager définitivement l'ennemi à envahir l'Angleterre. Celui qu'on surnomme Longshanks, c'est-à-dire grande jambe pour sa taille peu commune qui était estimée à 1,88 m, c'est pas mal, n'était pas exactement un joyeux luron. C'est un souverain énergique, réputé pour ses colères noires et son obstination envers tous les rebelles à son autorité, qu'ils soient gallois ou, vous l'aurez deviné, écossais. À sa mort, il aurait même demandé à être enterré en Écosse avec la mention sur sa tombe de Malleus Scotorum, c'est-à-dire marteau des Écossais, pour narguer éternellement ses ennemis mortels. Bon, son successeur va refuser ce pied de nez d'outre-tombe, mais ça vous donne une idée du personnage. L'ennui avec l'Écosse, c'est qu'elle est pleine d'Écossais. En 1286, Édouard Ier règne sur l'Angleterre depuis 14 ans déjà. Cette année-là, son voisin du Nord, le roi Alexandre III, vient à mourir. Or, le bon Alexandre n'avait qu'un héritier, ou plutôt une héritière. Marguerite, qui est une enfant de seulement 3 ans, et donc qui est la petite-fille du roi défunt. Seul problème, en dehors du fait qu'elle ait que 3 ans, je veux dire, c'est que sa mère est désormais l'épouse du roi de Norvège, et que la petite Marguerite habite donc fort loin d'Édimbourg. Quant à savoir s'il vaut mieux habiter en Norvège ou en Écosse, ça, c'est vous qui voyez. Du reste, la Norvège n'était pas vraiment un pays riche à l'époque, puisqu'ils n'avaient pas encore découvert le pétrole. Bref, toujours est-il que la glorieuse dynastie des rois d'Écosse, qui dure depuis 2 siècles, ne tient plus qu'à un très mince fil. Dans l'immédiat, en tout cas, la situation est gérée par 6 gardiens issus de la grande noblesse d'Écosse, mais un drame se produit en 1290. Durant la traversée de la mer du Nord, la petite Marguerite décède, brisant à tout jamais la lignée royale. Aussitôt, les gardiens sortent de leur neutralité et 2 clans se constituent rapidement. D'un côté, celui des Brousses, de l'autre, celui des Balliols. Tous les 2 sont très riches et franchement, aucun n'a plus de droit au titre royal que l'autre. Mais voilà que notre bon Édouard Ier décide de s'en mêler. Grâce à un fastidieux travail d'archives, il fait présenter aux nobles écossais un long mémoire justifiant l'autorité de l'Angleterre sur l'Écosse au moyen d'arguments historiques, culturels, religieux et juridiques. On appointe une commission, 8 savants, 3 professeurs. 2 avocats en option et nos 10 meilleurs censeurs.
car pour ce genre de questions, rien ne remplace la rigueur. Sortez tous les dossiers, il y a du pain sur la planche. Et surtout, appelé pour cela par les gardiens restants, il propose un arbitrage. Ce sera finalement Jean Balliol qui devra ceindre la couronne écossaise et qui reconnaît dans le même temps sa vassalité vis-à-vis du gentil Édouard Ier. Balliol, dans un même mouvement, réussit à arracher la conservation des lois écossaises et la garantie de son indépendance. Donc normalement, pas trop de risques. Rapidement toutefois, vous vous en doutez, ce beau compromis souffre de quelques lézardes. Et pour cause, Édouard Ier fait avaler quantité de couleuvres au roi Balliol dont il n'accepte pas vraiment l'indépendance. Tenez, par exemple, il y a l'affaire John Mazin. Ce brave marchand de vin de Bordeaux qui joue en quelque sorte le rôle de caviste des rois d'Écosse, et oui, rappelez-vous, ils ont que de la cervoise à boire, les pauvres, s'indigne que les factures de pinard de feu le roi Alexandre III n'aient pas été réglées. Apparemment, le vieux roi buvait pas mal. En tout cas, il va se plaindre à Balliol, lequel ne juge pas utile d'intervenir. Peut-être que lui aussi buvait beaucoup, on sait pas. Furieux, John Mazin se tourne vers Édouard Ier, qui accepte avec joie de traiter l'affaire, prouvant ainsi que la justice anglaise est souveraine et peut s'imposer à une décision écossaise. C'est un peu comme quand vous alliez demander à votre mère si vous pouviez manger une glace, qu'elle vous disait non, et qu'après vous alliez solliciter un deuxième arbitrage auprès de votre père. Bref, quantité d'affaires du même type empoisonnent les relations anglo-écossaises et la révolte gronde en Écosse. Et ça tombe bien, parce qu'en France, les choses s'accélèrent. En juin 1294, les tensions en Guyenne atteignent leur paroxysme, et Édouard Ier en vient même à renier son hommage en tant que vassal du roi de France. Tout le monde se prépare à la guerre et se cherche des alliés. Le roi d'Angleterre en vient même à armer les Gallois pour préparer les opérations militaires, et ces derniers en profitent pour se révolter. Malin ça. Le moment est venu. Au bord du précipice, Jean Balliol envoie une ambassade en France pour négocier un traité d'alliance en bonne et due forme. Le roi de France, Philippe le Bel, est trop content de se faire un nouvel allié, et le traité est signé le 23 octobre 1295 à Paris. Balliol le signe également de son côté et en profite même pour renier officiellement son hommage au roi d'Angleterre en avril 1296. Je suis libre, enfin libre. Encore gagné. Bon, jusqu'ici tout va bien, mais ça va pas durer. Déjà, le roi d'Angleterre, qu'on pensait occupé à châtier les rebelles gallois, a terminé sa campagne plus tôt que prévu. Mais surtout, la trahison de son vassal et l'alliance avec son grand ennemi continental le mettent dans une colère noire. Cette fois, c'est décidé, l'Écosse va payer. Dans une campagne particulièrement rapide, entre avril et juin 1296, Édouard Ier pénètre en Écosse, capture Édimbourg et impose son pouvoir d'une main de fer, non sans quelques joyeux massacres et pillages. Jean Balliol, le malheureux roi écossais, subit une cérémonie particulièrement humiliante. Le roi lui arrache les armoiries qu'il porte sur son tabard, c'est-à-dire une espèce de veste qui permettait de reconnaître un chevalier au combat, et il le ramène en tant que prisonnier à Londres. Balliol n'est désormais plus rien, et il finira sa vie en France, bien au chaud à côté de Philippe le Bel, qui n'a d'ailleurs pas levé le petit doigt pour l'aider. Bon, il faut dire que la campagne d'Édouard Ier était tellement rapide que le royaume de France n'aurait de toute façon pas pu faire grand-chose. Bref, l'alliance à peine née est déjà enterrée. Édouard Ier a évidemment fait déchirer le traité une fois Édimbourg conquise. Et ce qui l'énerve le plus, c'est que l'Écosse se soit sentie suffisamment indépendante pour nouer des alliances dans son dos, comme si elle n'était pas un territoire anglais comme les autres. Quel toupet. D'ailleurs, Robert Bruce, le rival de toujours de Jean Balliol, profite de la conquête anglaise pour réclamer le trône pour lui-même, maintenant que l'ancien roi n'est plus dessus. Édouard Ier n'en fait rien, et il lui aurait même rétorqué « N'ai-je rien de mieux à faire que de vous gagner des royaumes ?» Bon, pas une si bonne manœuvre finalement, puisque Bruce va finir par se retourner contre son ancien allié et ceindre la couronne en 1306 après de nombreuses péripéties que je n'ai pas le temps de vous raconter. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'alliance entre la France et l'Écosse n'est pas morte, bien au contraire. Une fois son pouvoir bien affirmé, le nouveau roi Bruce décide de renouer cette relation et conclut avec le roi Charles IV le traité de Corbeil. Corbeil en Essonne, pas une corbeille en osier. En 1326 donc.
Désormais, l'alliance est bel et bien lancée. De 1326 jusqu'à 1560, elle sera renouvelée par tous les souverains français et écossais, à l'exception notable de Louis XI, qui ne fait décidément rien comme tout le monde. Voilà, les conditions de l'alliance sont désormais très claires. L'Écosse s'engage à mener des opérations militaires pour occuper l'Angleterre en cas de guerre avec la France, et la France s'engage à la réciproque. Dans les textes des traités, le ton est excessivement mielleux, insistant avec emphase sur l'ancienneté de la relation, sur son caractère naturel entre les souverains qui sont finalement de vieux amis. Le traité de 1371 est le premier à qualifier la relation de confederationum antiquarum, c'est-à-dire littéralement de vieille alliance. Ami spécial, cousin, très cher cousin, frère même, les termes utilisés montrent bien que le roi d'Écosse rentre pleinement dans le cercle restreint des proches du roi de France. Ah, monseigneur, Messire mon royal souverain de ce royaume, le grand chef Jean lui-même, que vous êtes beau. Il a de l'éloquence, hein, persifleur. Il a du goût et il est smart, n'est-ce pas, hein? C'est d'ailleurs un atout majeur pour la couronne écossaise. Elle est reconnue comme l'égale du plus puissant royaume d'Occident. Les objectifs assignés à l'Alliance sont finalement très larges. Restaurer la paix et la tranquillité perturbées par l'infâme anglois, assurer la prospérité et la joie de chacun des deux royaumes. Un beau programme. Voilà, ça, c'est pour les palabres diplomatiques. Dans la réalité, on l'a dit, c'est surtout la menace anglaise, qui rapproche deux royaumes qui sont pourtant très différents. En 3 siècles d'alliance, d'ailleurs, les conditions varient perpétuellement dans une sorte de ballet politique, militaire et diplomatique follement distrayant. Un coup, ce sont les deux royaumes qui ont un besoin crucial de l'autre, comme en 1326, justement. Le nouveau roi Bruce a encore une couronne fragile, tandis que le roi de France, Charles IV, n'a pas d'héritier. Pour l'un comme pour l'autre, avoir un allié solide pour contrebalancer l'incertitude de l'avenir est quelque chose de rassurant. Comme on pouvait s'y attendre, Charles IV meurt effectivement sans héritier, et la France, comme l'Écosse, doivent désormais se confronter à un nouveau roi anglais, Édouard III. Adversaire formidable, aussi déterminé que son aïeul Édouard Ier, le nouveau roi se démènera toute sa vie pour faire reconnaître ses droits sur la couronne de France, ainsi que sa souveraineté sur l'Écosse. Donc là, pas de doute, les intérêts franco-écossais sont parfaitement alignés. Avec la déconfiture française du début de la guerre de 100 ans, l'aide et le soutien écossais sont plus que jamais nécessaires. Puis, avec Charles V et sa politique de reconquête des territoires perdus, la France va pouvoir souffler un peu. Désormais, c'est l'Écosse, et particulièrement la nouvelle dynastie royale des Stuarts, montée sur le trône à partir de 1371, qui ont besoin du soutien français. Au début du XVe siècle, alors que le royaume de France cède face à l'offensive anglaise qui suit la bataille d'Azincourt, c'est à nouveau aux Écossais d'entrer en scène et d'apporter leur aide militaire considérable aux Français. Bref, ça continue comme ça pendant 3 siècles. Entre les opérations militaires, les minorités royales, les coups du sort et les projets de mariage, l'alliance n'est pas de tout repos, mais trouve toujours son utilité dans les heurts et malheurs de chacun des deux royaumes. Vous l'aurez compris, la Old Alliance, c'est un sujet complexe, quasiment du niveau de Game of Thrones en termes de rebondissement. The King in the North! Et comme je n'ai pas l'intention d'en faire une série, même si ce serait clairement stylé, je vous propose de nous arrêter sur 2 moments cruciaux de l'Alliance. L'expédition de Jean de Vienne en Écosse, réalisée en 1385, et l'arrivée du corps expéditionnaire écossais en France à partir de 1419, que vous entendrez dans la 2e partie de l'épisode. Et oui, parce que les traités et tout ça, c'est très bien, mais il n'est pas difficile de se donner des claques diplomatiques dans le dos en jurant son amitié éternelle, tant que chacun vit bien tranquillement de son côté. Par contre, quand la nécessité impose de se côtoyer réellement, de combattre côte à côte et de vivre, même temporairement, au même endroit, eh bien c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Alors suivez-moi pour une plongée dans ce type de tourisme un peu particulier qui avait la cote au XIVe et XVe siècle. Première étape, l'Écosse,
1385. Dans les années 1380, les choses ne vont pas trop mal en France. L'envahisseur anglais a été repoussé de presque tous les territoires qu'il tenait jusqu'à présent dans le royaume. Et les cuisantes défaites de Crécy et de Poitiers ne sont désormais plus qu'un pas si lointain souvenir. En Écosse, par contre, le moral n'est pas au beau fixe. En 1346, alors qu'il tentait d'ouvrir un nouveau front contre les Anglais en vertu de l'Alliance française, le roi d'Écosse, David II, a été capturé à la bataille de Neville's Cross le 17 octobre. C'était un costaud, David II. Grièvement blessé au visage par une flèche anglaise, il parvient tout de même à casser 2 dents à son adversaire avant d'être fait prisonnier. Pour le reste de sa vie, il garde d'ailleurs un bout de flèche logé entre sa peau et son crâne, ce qui n'améliore pas trop son humeur. Bref, par un coup de maître, Édouard III, le roi anglais, a ainsi réussi à vaincre les 2 alliés coup sur coup, puisque fin août de la même année, 1346, il avait fait mordre la poussière aux chevaliers français à Crécy. Grand seigneur, le roi d'Angleterre avait finalement accepté de libérer le roi d'Écosse David II en 1356 contre une rançon de 66 000 livres sterling. Pas énorme au demeurant, mais suffisamment pour handicaper sérieusement l'économie écossaise. Combien? Il a dit combien? En 1371, comme on l'a dit, à la mort de l'ancien roi prisonnier, une nouvelle dynastie monte sur le trône en la personne de Robert II Stuart, le chef de cette grande famille noble d'Écosse. Mais genre vraiment une grande famille, puisqu'à la fin du règne, il possède 8 comtés sur les 15 qui divisent le pays, donc ils se mettent plutôt bien. Il faut dire que la famille compte quelques rejetons turbulents qui ont une fâcheuse tendance à rentrer constamment en guerre plus ou moins fourrée entre eux. L'un d'eux, par exemple, Alexandre, qui est le comte de Buchan, est même surnommé le loup de Badenor, tant sa cruauté est légendaire. Une belle brochette au pouvoir donc. Comme si ça ne suffisait pas de devoir maintenir un peu d'ordre dans cette sympathique famille, la trêve entre l'Écosse et l'Angleterre, négociée pour 20 ans, prend fin en 1384. Le roi anglais, Richard II, en profite pour demander à nouveau au roi d'Écosse de lui prêter hommage et pour réclamer le reste de la rançon de feu le roi David II que le nouveau roi a malencontreusement oublié de payer. Bref, ça sent le roussi et il y a fort à parier que la frontière écossaise deviendra rapidement un véritable champ de ruines. Mais ça tombe bien, puisqu'au même moment, certains chevaliers français s'ennuient ferme. T'en fais chier là. Y'a de ça, ouais. Comme c'est la trêve et qu'il n'y a plus d'anglais à trucider, ils glandouillent en attendant qu'une aventure s'offre à eux. Et justement, un chevalier renommé qui s'appelle Geoffroy de Charny entend parler des opérations qui se préparent en Écosse et décide de prendre la mer avec sa troupe de joyeux aventuriers. Je ne sais pas si vous imaginez la trempe des gars. Sur la foi d'une simple rumeur, quand même, ils s'embarquent pour plusieurs jours de navigation périlleuse sans même savoir ce qu'ils vont trouver en arrivant. Et justement, les voilà arrivés. On leur présente les nobles du coin, on les reçoit à la mode écossaise, c'est-à-dire plutôt mal, si on en croit les chroniques, et ils déchantent rapidement. Le roi Robert II vient in extremis de signer une nouvelle trêve avec le roi d'Angleterre, et les voilà revenus encore une fois à se tourner les pouces. Tout ce voyage pour ça, franchement. Heureusement pour eux, ils se font rapidement 2 copains, en la personne des comtes de Moray et de Douglas, qui eux aussi ont envie de se défouler un peu. Ensemble, ils décident, au mépris de l'interdiction royale, d'aller piller gentiment quelques petits villages anglais proches de la frontière, dans une joyeuse chevauchée.
Évidemment, comme on pouvait s'y attendre, Robert II n'est pas très content, mais en habile diplomate qu'il est, il parvient malgré tout à sauver la trêve. Chapeau. Toujours est-il que les nobles écossais et les aventuriers français, qui s'entendent désormais comme larrons en foire, voient dans ce coup d'essai des perspectives alléchantes. Moray et Douglas promettent même à Charny et à ses potes que s'ils reviennent avec 1000 hommes d'armes, c'est sûr, ils vont faire un carnage et s'emparer de l'Angleterre. Rentrés en France, Charny et les siens vont infuser cette idée dans l'entourage royal. Rapidement, un plan est mis sur pied. La France va lancer une double offensive, d'un côté vers le Languedoc et l'Auvergne, et de l'autre en Écosse. C'est Jean de Vienne, l'amiral de France, un grand noble français et homme de confiance du roi, qui va mener le corps expéditionnaire. Il embarque en mai 1385 avec 1000 hommes d'armes, comme prévu, ainsi qu'un grand nombre d'arbalétriers et de gens de pied, sur 60 navires pleins à ras-bord de vivres et d'équipements. Toute voile dehors, tout ce beau monde prend la direction de l'Écosse. Comme on pouvait s'y attendre, le voyage n'est pas de tout repos. Dans son histoire de Charles VI, le chroniqueur Jean Juvénal des Ursins raconte ainsi que les navires français rencontrent en chemin leur vieil ennemi, les Anglais, qui, je cite, « se mirent sur mer à bien grosse puissance et 2 fois plus que n'étaient les François, et avoua fait faire un vaisseau tout fourré, farci et garni de pois, pour le faire joindre au vaisseau des François. Et leur sembloit que, par ce moyen, ils brûleront et arderont les vaisseaux des François. Puis, c'est le temps qui s'y met. Cependant, il y eut merveilleuse tempeste sur mer, de vent et de tonnerre, tellement que les Aucuns vouloient, comme que ce fut, retourner en France. Mais Jean de Vienne, l'amiral, ne se laisse pas abattre. Il harangue ses hommes qui visiblement en ont déjà marre du voyage d'Écosse et les convainc de s'accrocher à la vie. Les tempêtes s'apaisent et la traversée se finit sans encombre, hormis pour un jeune chevalier nommé Aubier de Angier, qui, pour montrer son adresse, essaye d'escalader le haut banc du grand mât avec son armure sur le dos, mais se prend le pied dans un maillon et tombe direct dans la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. Bon, pas de bol, mais on a connu pire. Et voilà notre troupe de fiers aventuriers, la fleur au fusil et le pas décidé, qui débarquent dans cette terre lointaine, cet allié des confins. À eux, les immenses et mystérieuses étendues écossaises, les monstres de légende et les profonds lochs. Jean de Vienne, bien inspiré, décide de renvoyer ses navires sur le continent. Comme ça, pas de risque que ses troupes tournent Kazakh à la moindre déconvenue. Car l'ami Jean, il veut briller. Il est venu chercher le panache, la gloire, les hauts faits d'armes. Il veut revenir chez lui en héros. Sauf que l'ami Jean, il va devoir attendre, car le programme prend du retard. Le roi Robert II, qui a désormais 69 ans, n'est pas vraiment pressé de faire la guerre aux Anglais. Le rassemblement des troupes écossaises traîne en longueur pendant des semaines et la couronne laisse les Français mariner dans leur jus à Édimbourg. Comme le dit le chroniqueur Jean Juvénal des Ursins, encore lui, il sembloit que le roi Robert, par ses manières, qu'il n'estoit pas joyeux de leur venue. Et le souverain ordonne aux populations de fournir les vivres nécessaires aux Français, mais en les faisant payer au prix fort. Et oui, Jean de Vienne et les siens déchantent rapidement pour ce qui est de l'hospitalité écossaise. Il ne faut que quelques jours pour qu'ils ne supportent déjà plus cette vie à la dure. Ils se plaignent de ne boire que de la cervoise et de ne pas pouvoir trouver de vin, de dormir sur des lits qui sont trop durs et d'être logés dans de misérables bicoques. Tout semble manquer en Écosse. Le moindre produit manufacturé, la moindre pièce de harnachement ou de ferrure pour les chevaux coûte une fortune, si tant est qu'on arrive à en trouver. Et le pire, c'est que la situation continue de se dégrader. Dans les masures d'Édimbourg, on murmure que les Français sont pleins de superbes, des chevaliers bouffis d'arrogance qui sont venus aider les Écossais alors qu'ils n'ont pourtant pas besoin d'eux. L'hostilité s'installe et les chevaliers ne se sentent plus en sécurité. Froissart, un autre chroniqueur, raconte que les valets qui partent en expédition pour aller chercher des vivres et du fourrage pour les chevaux se font, je cite, « vilainement destroussés et battus et souvent oxy, et n'osoient plus sortir du camp de peur d'être morts. » Par ailleurs, le peuple écossais parle en majorité anglais, et la compréhension est malaisée entre les hôtes et les invités. Seuls les nobles parlent français.
Justement, au bout d'interminables semaines à souffrir la cervoise et les lits trop durs, les chevaliers français ont le plaisir de retrouver les comtes de Moray et de Douglas. Mais si, vous savez, leurs copains rencontrés en colonie de vacances à l'été 1384 lors de la précédente expédition. Hiver! Qu'est-ce que c'est que cette tribu? Comment c'est une tribu? Ce sont mes amis les schmolls! Ensemble, ils prennent enfin la tête de l'armée écossaise pour marcher vers le sud. Bon, les Écossais extorquent malgré tout aux Français un grand nombre de pièces d'équipement, vu qu'ils n'ont quasiment rien à se mettre sur le dos, mais c'est pas grave, on est parti. L'expédition ressemble au classique des campagnes sur la frontière écossaise. On pille un village, on en brûle un autre, et on s'achemine comme ça tranquillement vers le sud. Rapidement toutefois, les Français se heurtent au fossé tactique qui sépare leur manière de combattre de celle des Écossais. On l'a dit, Jean de Vienne veut du beau sport, de hauts faits d'armes. Sauf que les Écossais, eux, ils ont plutôt l'habitude de la guérilla. D'ailleurs, alors que l'expédition progresse vers le sud, l'armée anglaise les croise à bonne distance et s'en va ravager le sud de l'Écosse. Eh bien, plutôt que de les affronter, le roi Robert décide de se retirer dans les Highlands, la sauvage Escosse, comme l'appelle le chroniqueur Froissart, et de laisser les Anglais faire leur crise jusqu'à ce qu'ils se lassent. Pour Jean de Vienne, un tel affront serait inconcevable. Il ne peut y avoir de fuite, devant un tel ennemi, il faudrait se mettre en bataille rangée et combattre. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Sur la route du sud, d'ailleurs, les Français insistent pour faire le siège d'une grande forteresse, le château de Wark, que les Écossais veulent éviter car ils trouvent qu'il est trop difficile à prendre. Mais au diable les lâches, l'amiral se jette sur la forteresse avec ses troupes, au mépris du danger. Le chroniqueur Froissart écrit que pendant l'assaut, les Escossois les regardoient sans faire semblant d'aider les François et estoient comme statues de pierre, esbahis de la grande vaillance des François. Finalement, le conflit tourne en eau de boudin. Aucune bataille glorieuse ne se présente et la compagnie finit par revenir, plus ou moins bredouille, au point de départ, c'est-à-dire à Édimbourg. Logiquement, avec les ravages causés par les Anglais, les vivres sont encore plus rares et l'hostilité des Écossais ne s'est pas du tout calmée, bien au contraire. Le roi Robert tente même une petite prise d'otage. Si l'amiral ne lui paye pas une forte somme pour le dédommager des destructions causées par les opérations militaires, il ne laissera pas les Français reprendre la mer. La population murmure même que les Français ont finalement causé plus de dégâts que les Anglais eux-mêmes. Craignant que les Écossais ne l'assassinent dans son lit, Jean de Vienne finit par payer et reprend la mer avec sa compagnie. Revenu au faste de la vie de cour française, l'amiral semble un peu amer. Au détour des conversations, il explique que les Écossois se ressemblent par nature avec les Anglois car ils sont envieux sur les étrangers, et qu'il n'y a de si mauvaises gens qu'en Écosse, d'aussi faux et d'aussi traîtres. Il ajoute, pour faire bonne mesure, que désormais, il maudit soit les Escossois. Visiblement, ces 5 mois d'Erasmus ne lui ont pas laissé un très bon souvenir. En France, au moins, on a le loisir de se faire noblement trucider par les Anglais, l'épée à la main, tout en buvant du bon vin et en dormant dans des lits douillés. Conclusion de l'affaire. Les alliances, c'est bien, mais on n'est jamais mieux que chez soi, loin de la sauvage Écosse. Alors, que retenir de cette triste épopée ? Eh bien, pour commencer, les sources n'offrent pas beaucoup de contradictions.
Cette expédition est racontée par 2 chroniques françaises, mais également par la chronique de Froissart, qui travaille à l'époque pour la femme du roi d'Angleterre. Il semble bien que ces chroniques assombrissent volontairement le tableau pour 2 raisons. Déjà, l'amiral est quand même revenu sans gloire, sans argent, et sans même avoir accompli le but de sa mission, c'est-à-dire ouvrir un nouveau front contre les Anglais chez l'allié écossais. On peut donc penser que tout mettre sur le dos des Écossais est un bon prétexte pour s'en sortir à bon compte et continuer à frimer auprès des dames de la cour. Autre raison, cette histoire suit finalement la structure des récits d'aventures chevaleresques. Les Français ont bravé des dangers pour aller courageusement porter secours à leurs alliés, ils ont enduré la vie difficile dans ce coin paumé et l'hostilité des quasi-sauvages qui vivent là-bas, et ils auraient sans nul doute vaincu les Anglais si les Écossais n'avaient préféré fuir et se cacher. En somme, une bonne histoire à raconter au coin du feu, content de son sort et de soi-même, pendant que la guérilla se poursuit sans fin dans les brumes de l'Écosse. Oh, et un dernier détail qui peut-être éclaire un peu toute cette histoire, d'après la chronique de Saint-Denis, l'hostilité des Français et l'empressement de Jean de Vienne à reprendre la mer n'auraient pas été dus uniquement à la pingrerie des locaux, mais également aux tentatives maladroites de l'amiral pour séduire une belle demoiselle de la cour du roi, ce qui aurait mis ce dernier dans une fureur noire. Voilà, chacun retiendra ce qu'il veut. Oh, jeune coquin, une belle chasse dans laquelle vous nous avez entraînés. Finalement, l'expédition de 1385 apprend, aux Français comme aux Écossais, une dure réalité. Avoir un ennemi en commun ne suffit pas pour devenir amis. L'alliance des traités, les amabilités entre souverains, est mise à rude épreuve lorsque les habitants des 2 royaumes, si différents, sont forcés de se côtoyer. Jean de Vienne et ses compagnons rapportent d'Écosse des souvenirs qui, rapidement, ne sont plus que des bribes sans importance dans une vie passée à guerroyer aux 4 coins de l'Europe, une aventure de plus, en somme. Pour la population française, en revanche, l'occasion de constater de ses propres yeux les us et coutumes de ce peuple si lointain allait bientôt se présenter. Car une trentaine d'années plus tard, en 1419, c'est une véritable armée d'Écosse, forte de plusieurs milliers d'hommes, qui descend des solides navires de guerre pour prendre pied à La Rochelle. Mais ça, c'est une histoire que je vous raconterai dans la 2e partie de cet épisode.